Alors, au programme de cette session, un texte français cette fois-ci, écrit par le BG en personne Michel Calon, sur la domestication, comme il l'appelle, on verra pourquoi, des coquilles Saint-Jacques et des marins-pêcheurs de la baie de Saint-Brieuc en Bretagne. C'est la version française d'un article à paraître dans John Law, machin, donc on voit qu'il a écrit avec John Law, on a vu qu'il avait publié avec John Law dans des ouvrages différents, dans les 2 sessions précédentes où on a lu un article de John Law sur le développement de la marine portugaise. Et il fait référence à David Bloor, on en reparlera. C'est un texte de 87, si je ne m'abuse. Vérifions nos informations, vérifions nos sources. Je me souviens plus. « 86. On est en 86. Donc un texte qui a bientôt 40 ans. Et qui a été un petit peu à l'origine de tout un mouvement de sociologie derrière, enfin, qui a participé au développement d'un nouveau mouvement qui était en train d'émerger, et qui s'appuie notamment justement sur Bloor, dont on a parlé juste avant. Et on va voir tout ça en détail. Donc la domestication des coquilles Saint-Jacques, c'est le sous-titre. Le titre principal de l'article, c'est « Éléments pour une sociologie de la traduction ». Puisque c'est de ça dont il s'agit. On parle de l'émergence de la sociologie de la traduction. Donc on va lire ça ensemble. Alors c'est un article que j'ai déjà lu, et comme on peut le voir, il y a des notes. Il y a 40 commentaires de ma part sur l'ensemble de l'article. Et donc, bon, on verra, je l'ai lu il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, la dernière fois. Donc on verra quelle pertinence j'accorde à mes propres notes. Je vais m'auto-noter sur ce que j'ai pu écrire. Donc introduction, les sociologues qui ont entrepris depuis quelques années l'analyse détaillée des contenus scientifiques et techniques se trouvent dans une situation paradoxale. Donc là on parle de la sociologie des techniques, la sociologie des sciences, la sociologie des technologies, etc. Qui se développait un petit peu à ce moment-là. Et lui dit il y a un problème là. Il y a un problème dans leur manière de faire, c'est que les explications et interprétations qu'ils proposent sont marquées d'une profonde asymétrie. On avait parlé de symétrie avec John Law la dernière fois. On reviendra probablement dessus. Leur tolérance est sans borne lorsqu'ils reconnaissent aux scientifiques et aux ingénieurs qu'ils étudient le droit à la controverse. Ils savent alors se montrer impartiaux et traitent dans les mêmes termes les différents protagonistes, n'accordant à aucun d'entre eux, même à ceux qui finissent par s'imposer, un des privilèges nommés raison, méthode scientifique, vérité, efficacité, qui rendent compte du succès sans vraiment l'expliquer. Donc ce premier paragraphe, il veut dire que quand il s'agit des controverses scientifiques, donc des débats entre les scientifiques eux-mêmes, les sociologues, ils n'ont pas de problème à analyser ça en disant oui, ils sont rationnels, oui, ils sont très intelligents, c'est super. Bon. Cette attitude a été à l'origine de descriptions très vivantes et détaillées de la science telle qu'elle se fait. Mais le libéralisme dont font preuve ces sociologues a des limites. Il emploie le terme libéralisme au sens philosophique, et pas politique du terme. Il ne va pas jusqu'à autoriser les acteurs étudiés à discuter ouvertement de la société et de sa constitution. Lorsqu'ils rendent compte des aspects scientifiques et techniques des controverses, ces sociologues restituent fidèlement les points de vue en présence et s'abstiennent à juste titre de prendre parti. Ils admettent l'existence d'une pluralité de descriptions de la nature entre lesquelles ils n'établissent aucune priorité ni aucune hiérarchie.
Donc ce qu'il nous dit, c'est que quand ils analysent des phénomènes, du travail scientifique en train de se faire, les sociologues, ils sont parfaitement extérieurs à la chose, ils regardent ça avec un pas en arrière, et ils ne s'impliquent pas, ils ne prennent pas parti, ils ne mettent pas leur opinion sur la controverse. Voilà. Donc ça, il dit que c'est bien. Mais il dit que, attention, et là est le paradoxe, dans les analyses qu'il propose, ils agissent comme si cet agnosticisme, donc cette manière de ne pas croire l'un ou l'autre plus que l'un ou l'autre, de ne pas prendre parti, à l'égard des sciences de la nature et des techniques ne pouvait être étendu aux faits de société. Pour eux, la nature est incertaine, mais la société ne l'est pas. Donc, cette phrase-là qui est assez importante, elle veut dire ici que comment expliquer ça ? Il considère que la nature, on peut faire un pas en retrait et ne pas prendre parti, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver et que justement c'est incertain, mais que pour la société il n'y a pas de souci et on peut imposer notre vision. S'agit-il d'un simple privilège que, dans un réflexe corporatiste, les sociologues s'accordent à eux-mêmes en soustrayant leur propre savoir à la discussion publique ? Ce n'est pas si simple. Cette asymétrie joue en effet un rôle essentiel dans l'explication des sciences et des techniques. Puisque la nature n'est pas en mesure d'établir à elle seule le consensus entre les experts, il faut aux sociologues et aux philosophes quelque chose de plus contraignant, de moins équivoque, pour expliquer la naissance, le déroulement et l'éventuelle fermeture des controverses. Donc il explique que les controverses scientifiques, elles ne peuvent pas être résolues, selon les sociologues classiques, par la controverse, par l'essence de la nature elle-même, qui est trop incertaine, et que donc il doit y avoir quelque chose d'autre, qui fait qu'au bout d'un moment les controverses s'arrêtent. Et il nous dit, certains, il l'explique, donc certains placent cette force supérieure dans la méthode scientifique, en considérant que c'est ça qui va mener à la fin des controverses, et donc par voie de conséquence dans l'existence de normes sociales qui en garantissent la mise en œuvre. D'autres recourent sans médiation aucune aux forces sociales constituées, qu'il s'agisse de classe, d'organisation ou de profession. Donc c'est... Il met d'un côté ceux qui met dans la case méthode scientifique, c'est les scientistes qui considèrent que on peut atteindre une forme d'objectivité, que la nature est objective, la société est subjective, ce genre de posture-là. Et de l'autre côté, ils considèrent la sociologie très classique de l'organisation, de la force contraignante des forces sociales, du pouvoir contraignant des forces sociales, ce genre de choses. Il met une note de bas de page sur 5. Voilà. J'allais dire c'est très bourdieusien, lui il dit très marxiste, on est un peu dans le même délire. Pour les uns et pour les autres, la société, donc il met une majuscule, c'est important, quelle que soit la description qu'ils en donnent, finit par avoir le dernier mot dans son face-à-face avec la nature. Donc là, c'est ce qu'on disait plus haut, c'est qu'est-ce qui clôt une controverse, qu'est-ce qui termine une controverse en science. Pour les sociologues, selon lui, c'est la société. Donc la nature n'est pas capable elle-même de donner le dernier mot. Il dit que si l'on supprime les normes, les sciences s'effondrent, puisqu'elles ne peuvent pas terminer une controverse sans le monde social. Le monde social, c'est les normes.
Si l'on nie l'existence des classes sociales et de leurs intérêts, ou encore si l'on fait disparaître la lutte des scientifiques pour accroître leur capital de crédibilité ou leur réputation, alors les sciences et les techniques s'immobilisent, privées de tout ressort. Ça c'est un peu une redite. Et moi qu'est-ce que j'ai noté? Critique de l'analyse de la pratique scientifique en 3 points, 3 difficultés, voire 1 fra. Donc oui, on a les 3 difficultés juste au-dessus. Juste en dessous. Paf. Donc c'est là qu'il va nous décrire les 3 difficultés de l'analyse de la pratique scientifique en sociologie. Donc ce privilège souvent implicite accordé aux sciences sociales dans l'explication des sciences et des techniques conduit à 3 difficultés majeures. Donc la première, et la plus apparente, est d'ordre stylistique, ce qui nous dit que les scientifiques et les ingénieurs engagés dans les controverses les plus techniques doutent autant de la société que de la nature, et le compte-rendu qui en est donné gomme généralement toutes les discussions des acteurs sur les structures sociales. Donc, comment expliquer ça? On va peut-être lire le paragraphe en entier. La première et la plus apparente est d'ordre stylistique, alors que les scientifiques et les ingénieurs engagés dans les controverses les plus techniques doutent autant de la société que de la nature, le compte-rendu qui en est donné gomme généralement toutes les discussions des acteurs sur les structures sociales. Le sociologue a tendance à censurer, de façon sélective, les acteurs lorsqu'ils parlent d'eux-mêmes, de leurs alliés, de leurs adversaires, ou des contextes sociaux plus larges. Il ne les laisse s'exprimer en toute liberté et sans juger le contenu de leurs propos que lorsqu'ils parlent de la nature. Donc, cette première difficulté, elle est très simple. Il explique que on est face à des gens face à des sociologues plutôt, qui quand ils vont interviewer un scientifique, ils vont l'écouter, ils vont considérer que ce qu'il a à dire sur son travail c'est très intéressant, sur les explications en rapport avec ce qu'il fait, donc la nature, etc. Un physicien qui explique un phénomène, je sais pas, quelconque, ils vont dire très très bien, ça on note, et on retranscrit tel quel. C'est-à-dire qu'on respecte l'avis de cette personne, puisqu'elle est experte de son domaine. Par contre, si cette personne commence à nous donner des avis sur la société, on va pas l'écouter, parce qu'il y connaît rien à la société, c'est nous les sociologues, c'est nous les experts. Et là il dit, bon bah ça pose un problème, parce que ça veut dire qu'on met complètement de côté toute une partie de ce qui est dit, et on est sélectif. On est sélectif dans ce qu'on accepte de retenir de ce qui se passe. Moins, en effet. Aujourd'hui aussi. J'ai noté ça aussi. Plus on insiste sur l'existence d'une méthode scientifique et plus la sociologie que nécessite cette affirmation s'avère simpliste et dépassée. Ouais bon, on va pas... Nous sommes l'élite, c'est réel. Donc les quelques rares textes dans lesquels cette censure n'est pas exercée, tu vois, il parle de censure. Un mot que j'aurais peut-être dû... Bon. Produisent un effet littéraire très différent. Tout simplement parce que les acteurs ne sont pas amputés d'une partie d'eux-mêmes. Et il fait référence à 2 ouvrages que je ne connais pas. C'est vrai qu'il avait travaillé en économie, donc là il fait référence à des travaux d'économie. L'impression de réductionnisme sociologique que donnent très souvent les meilleurs textes consacrés au contenu scientifique provient sans doute de cette censure systématique et parfois impitoyable qu'exercent les sociologues au nom de leur savoir. Les chercheurs ont le droit de débattre des neutrinos solaires, des coefficients d'association statistique ou de la forme du cerveau, et ceci dans les moindres détails, mais toutes les analyses et interprétations sociales qu'ils proposent et discutent dans le même temps sont considérées comme hors sujet, ou pire, sont retenues contre eux pour expliquer leurs choix scientifiques ou techniques. Donc c'est le fameux... ils ont le droit d'expliquer la nature comme ils le veulent, on va les écouter, mais dès l'instant où ils font autre chose qu'expliquer ce sur quoi ils travaillent, soit on ignore, soit même on utilise ce qui a été donné pour
pour donner une analyse de la chose, pour produire une analyse de la chose. Pour expliquer que s'ils analysent la forme du cerveau de cette manière, c'est parce que ils ont grandi dans une famille avec tant de... Enfin, ils font ce lien-là qui est assez peu pertinent selon Calon. Dans certains cas, l'effet peut être tellement désastreux. On est dans l'introduction, hein, donc là c'est un peu lourd au début, ça l'est déjà après. Que le lecteur a l'impression d'assister au procès des sciences de la nature au nom d'un savoir scientifique privilégié, la sociologie, jugée indiscutable et inaccessible à la critique. Alors ça c'est un point qui est quand même assez intéressant, puisqu'aujourd'hui, bon, la sociologie c'est un peu tombé en désuétude, en défaveur. Et ça fait pas tant que ça autorité. Mais on est dans les années 80. Et dans les années 80, c'est quand même un gros morceau la socio. Puisqu'on est en pleine période Bourdieu notamment. C'est très écouté au niveau gouvernemental. C'est considéré comme une discipline très élitiste. C'est beaucoup moins vrai 40 ans plus tard, je vous le garantis. Mais, à ce moment-là, évidemment, la sociologie a énormément de poids et peut se permettre de faire ce qu'il a décrit jusqu'ici. Donc, une seconde difficulté par rapport au fait d'interdire aux gens qui font des sciences qu'on appelle dures, donc des sciences de la nature, le droit d'émettre un jugement sur le monde social, c'est une difficulté d'ordre théorique, puisque, comme l'ont relevé de nombreux auteurs, les controverses sur les explications sociologiques de la science sont interminables, les sociologues n'arrivent que très rarement à se mettre d'accord entre eux. Comme tous les scientifiques qu'ils étudient, ils sont déchirés par les controverses permanentes et les consensus, lorsqu'ils sont atteints, semblent encore plus rares et plus fragiles qu'ailleurs. Faut-il parler de classe sociale et d'intérêt plutôt que de normes et d'institutions ? Le débat est aussi vieux que la sociologie et n'épargne pas la sociologie des sciences, puisque les deux positions y sont défendues avec autant de pugnacité et de réussite. Est-il légitime de parler de classe sociale alors que l'observation ne porte que sur quelques individus ? Comment repérer des normes ou des règles du jeu ? Je vais expliquer tout le paragraphe après. On le lit, mais ensuite j'explique. Comment repérer des normes ou des règles du jeu et décider de leur généralité ? Autant de questions permanentes qui divisent les sciences sociales et n'ont aucune raison de disparaître. Le constat est clair, l'explication sociologique des controverses scientifiques et techniques est aussi controversée que les connaissances et les objets dont elle rend compte. Donc cette partie-là, il dit quoi ? Il dit nous, on explique en tant que sociologue les controverses dans le milieu scientifique, les sciences de la nature, en disant ouais mais c'est les structures sociales, c'est parce que telle norme, tel machin, donc ils respectent telle règle de société et du coup ça mène à tel type de recherche. Très bien. Mais il dit ouais mais quid ? Qu'en est-il des controverses en sociologie ? Il y en a aussi. Comment on fait ? Comment on les explique ? Comment on tranche ? On fait la même chose qu'eux ? Mais ça veut dire que y a pas de... Alors il emploie le terme... normes et d'institutions. Il parle de normes et d'institutions. Donc, et il dit ce serait pas un problème, ce ne serait pas gênant si le recours à une société certaine et connue, étant précisément maintenu pour expliquer les controverses sur la nature, et notamment leur fermeture. Fermeture, on se rappelle. On se rappelle de John Law et la fermeture, on est là-dedans. Sachant que c'est une sociologie qui a des milliards de noms, notamment donc sociologie de la traduction, nouvelle sociologie des sciences, etc. Mais c'est aussi sociologie des controverses, pour une certaine mesure. Parfois appelée comme ça. Donc pour lui, la difficulté théorique. On voit mes notes d'il y a longtemps. Je relirai mes notes. On verra ce que j'ai dit et si je suis encore d'accord avec moi.
Donc la difficulté théorique, c'est ça, c'est à partir du moment où on admet que les savoirs sur la nature et les savoirs sur la société sont aussi incertains, ambigus et discutables les uns que les autres, il est impossible de leur faire jouer des rôles différents dans l'analyse. Puisque la société n'est pas plus évidente et moins controversée que la nature, l'explication sociologique voit ses fondements se dérober sous elle. S'il y a de la controverse en sciences de la nature, et qu'il y en a en sociologie aussi, pourquoi on traiterait pas les deux de la même manière? C'est ça qu'il veut dire. On n'est pas tous d'accord en sciences de la nature, les physiciens sont pas tous d'accord entre eux, les sociologues sont pas tous d'accord entre eux, alors pourquoi les sociologues, ils auraient le droit à un privilège et à un traitement différent de leurs controverses à eux? Voilà ce qu'il nous dit. Et moi j'avais noté. Je peux avoir la note? Mais... Ouvrir. Pourquoi elle est en bas? Oh non! Oh non, c'est bugué. À l'aide! Mais... Ah. C'est des notes qui viennent d'une autre application. J'ai dû lire ça sur mon téléphone. Et du coup, il me l'ouvre en bas, mais ça m'arrange pas, ça. Arrête. Mais il fait que descendre! Salaud! Mes notes! Non! On va dézoomer. Ça va peut-être le faire. Je vais la remettre là où elle était. Paf! Dézoom. Oh bah non! Mais il va où là? Oh, le Spider-Man qui trace sa meilleure toile à l'autre bout du PDF là. Ah, je vais chialer déjà. Hein. Je chiale, tout simplement. Ça saute la page ou pas? Mais frère, tu vas où? Et là, il va retourner en bas de la page. Bon bah, on n'aura pas la fin de ma note. Sage. Donc ma note disait... Tout peut sembler faux et tout peut sembler vrai, plus largement le problème de quel courant, quel paradigme est le plus juste, même si l'argument ici est autre, les sociologues parlent de la nature comme construction en parlant de la société comme une réalité indiscutable. On doit traiter les connaissances sur la nature comme construite, mais également celles sur la société, puisque la socio se déchire entre ces courants. Oui, bon, c'est à peu près ça, mais pas formulé de ouf, et vu qu'il s'est bugué, on va dégager cette merde. Dégage. Non, pas supprimer des pages. Supprimer. J'ai pas le droit, très bien. Alors, nouveau commentaire. Et on va écrire ce qu'on a dit juste avant. Donc, il y a des controverses en sciences de la nature et en sciences sociales. Pourquoi imposer un traitement différent à l'analyse de celle-ci? Voilà, ce sera bien plus simple, bien plus lisible. C'est l'argument du paragraphe. Troisième difficulté, donc. Cette fois-ci d'ordre méthodologique. Donc on a une difficulté d'ordre théorique, ici, d'ordre stylistique, on l'a vu plus haut, et la dernière est d'ordre méthodologique. Tous ceux qui ont étudié des innovations scientifiques ou techniques savent qu'au cours de leur élaboration, l'identité des acteurs et leur taille respective sont des enjeux permanents dans les controverses qui se développent. J'ai pas lu. J'ai lu à haute voix, mais j'ai pas lu... Tous ceux qui ont étudié des innovations... L'identité des acteurs et leur taille respective sont des enjeux permanents dans les controverses qui se développent, oui. Quelles sont les convictions
de Pasteur ou de Pouchet sur la génération spontanée, les positions des protagonistes ne se laissent jamais définir clairement, même rétrospectivement, donc c'est-à-dire après que ce soit fini et quand on produit une analyse, car la définition de ces positions est l'objet de discussions. Quels sont au juste les intérêts de Renault lorsque EDF annonce que la fin du XXe siècle annonce que la fin du XXe siècle consacrera l'irrésistible extension des usages du véhicule électrique. Qui croire de l'un ou l'autre pour déterminer ce que veut réellement Renault? La science et la technique sont des histoires dramatiques, dans lesquelles l'identité des acteurs est un élément en discussion. L'observateur qui ignore ces incertitudes court le danger d'écrire une histoire partisane dans laquelle sont mis en scène des acteurs dont la réalité et l'existence même sont problématiques. Donc ce qu'il nous dit ici, c'est que il faut prendre en compte le caractère incertain du statut des acteurs et travailler là-dessus. Et que c'est ça la base de travail, finalement. Et c'est pour ça qu'il parlera de traduction, ça on le verra un peu après, quand on commencera à parler des coquilles Saint-Jacques. Et voilà, considérer le statut, l'existence des acteurs en question qu'on analyse comme incertaine. Une manière d'éviter toutes ces difficultés serait de revenir en arrière et de nier tout simplement la possibilité d'une explication sociologique des sciences et des techniques. C'est réel. Pour éviter de merder en analysant sociologiquement les sciences et les techniques, il suffit de pas analyser sociologiquement les sciences et les techniques. Bon. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, nous pensons qu'une autre issue est possible. Merci le ref de proposer une autre porte, parce que sinon c'est un peu chiant. Nous pensons qu'une autre issue est possible qui conserve et prolonge les acquis récents de la sociologie, des sciences et des techniques. Nous voulons montrer dans ce papier que l'analyse peut être poursuivie avec une société considérée comme incertaine et discutable, donc c'est le point qu'on a vu juste au-dessus, l'incertitude. Dans les controverses étudiées, les acteurs qui interviennent développent des argumentations et des points de vue contradictoires qui les amènent à proposer des versions différentes du monde social et du monde naturel. Je l'ai surligné à l'époque probablement parce que on s'intéresse à la perspective des individus plutôt qu'à... On est dans une perspective héritière de très loin de Weber, donc dans une perspective compréhensive et pas explicative. On cherche à comprendre, pas à expliquer, donc on s'intéresse à ce que nous disent les gens. On suit les acteurs. C'est pour ça que la sociologie pragmatique, notamment de Boltanski, prend un peu racine là-dedans, sur la sociologie des sciences. Qu'arrive-t-il si l'on maintient tout au long de l'analyse la symétrie entre les négociations qui portent l'un et sur l'autre? Donc entre le monde naturel et le monde social, aboutit-on nécessairement à un chaos indescriptible? Telles sont les questions auxquelles nous nous efforçons de répondre dans cette étude. Mais on va faire face à 3 difficultés. J'ai pris des notes, on verra. Pour éviter les 3 difficultés présentées précédemment, nous nous sommes imposés d'observer 3 principes de méthode. Donc 3 difficultés, 3 principes jusque-là, plutôt simple. Premier principe, étant l'agnosticisme, donc on l'a vu le recul, la non-croyance, la non-prise de position, aux sciences sociales elles-mêmes, non seulement l'observateur se montre impartial vis-à-vis des arguments scientifiques et techniques utilisés par les protagonistes de la controverse, mais de plus il s'interdit de censurer les acteurs lorsque ceux-ci parlent à propos d'eux-mêmes ou de leur environnement social. Ça découle littéralement de la première difficulté stylistique. Il s'abstient de porter des jugements sur la façon dont les acteurs analysent la société qui les entoure.
Il ne privilégie aucun point de vue et ne censure aucune interprétation. Il ne lève pas le doute sur l'identité des acteurs impliqués lorsque celle-ci est au cœur des négociations. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire, on va prendre un exemple. Waouh, c'est pas facile d'inventer un exemple de toute pièce. Mais disons, trois personnes discutent de la position d'une étoile. 3 chercheurs discutent de la position d'une étoile, ils sont pas d'accord. Il y en a un qui dit elle est là, l'autre elle est là, machin. Généralement, ce que fait le sociologue, c'est il dit oh, là ils disent que la position il y a une controverse, la position de l'étoile ils disent qu'elle est plutôt là, on voit la science se faire en action, etc. Et à la pause déjeuner, il y en a un qui va dire chercheur A, donc un avec qui il n'est pas d'accord, il me dit que l'étoile elle est là-bas, mais qu'est-ce qu'il en sait? C'est juste parce que quand il était à la fac, il a vu une étoile à un certain endroit avec ses calculs, et il a considéré que c'était juste parce qu'il a eu une bonne note, mais en fait c'est pas juste. Et là le sociologue, d'ordinaire, selon Calon, il va faire ah non, cette explication il a pas le droit, ça c'est moi qui dis les choses de la société. Lui il fait pas. Il a le droit de dire pour les positions des étoiles, mais l'explication c'est moi. Donc chercheur A, c'est pas ça, c'est pas la raison pour laquelle il dit ça, ok? Voilà ce qui se passe. Et Calon il dit ben non, on va les traiter de la même façon. S'il considère que l'explication c'est parce que machin à la fac il a vu, il a utilisé tel calcul et ça a marché, eh ben on l'écoute. Voilà. Donc le second principe, alors qu'est-ce que j'ai noté? Considérer le regard des acteurs sur la nature comme sur la société. Oui, très simple, très efficace, une note que je conserve. J'ai d'ailleurs enregistré le travail. Hop. Le second principe est un principe de symétrie généralisée, on n'arrive pas à la symétrie, qui étend, tout en la remaniant assez profondément, la définition qui en a été donnée par David Bloor, qui était un sociologue philosophe des sciences anglophones. Un peu à l'origine de la nouvelle sociologie des sciences. En effet, il ne s'agit plus seulement d'expliquer dans les mêmes termes les différents points de vue et argumentations qui s'opposent au cours d'une controverse scientifique et technique, puisque les acteurs mêlent en permanence considérations sur la société et sur la nature, nous imposons à l'observateur d'utiliser un seul répertoire pour décrire les points de vue en présence, que la controverse ou les désaccords, lorsqu'ils existent, portent sur des enjeux scientifiques ou techniques, ou sur la constitution de la société. Le choix du vocabulaire pour réaliser ces descriptions et fournir ces explications est bien entendu laissé à la discrétion de l'observateur. Il n'est donc pas question de reprendre purement et simplement les analyses proposées par les acteurs eux-mêmes. Il existe, en principe, une infinité de répertoires possibles. Au sociologue de choisir celui qui lui semble le mieux adapté à son propos et convaincre ses collègues du bien fondé de son choix, optant dans ce texte pour le répertoire de la traduction. Nous savons que notre récit et notre explication ne sont ni plus ni moins valides que n'importe quel autre. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit l'analyse de notre scientifique Jean-Michel A sur son étoile, on doit utiliser un certain type de vocabulaire pour en parler, mais l'analyse de Jean-Michel A à la cantine qui dit que l'autre, il dit que la position de l'étoile c'est ça parce que nanana, on doit utiliser le même vocabulaire. On doit appliquer le même vocabulaire à l'analyse, on verra aussi plus tard les mêmes concepts à l'analyse. On ne doit pas différencier notre analyse selon qu'on travaille sur la nature ou sur la société. Qu'est-ce que j'ai noté? Utiliser les mêmes concepts pour parler de tous les acteurs en jeu. Si on parle d'un acteur plutôt que d'un jeu, on parlera d'un acteur pour tout le monde, comme le fait Calon pour les Saint-Jacques. Évidemment, une règle que j'ai reprise dans un de mes travaux sur les relations entre les humains et les non-humains, plus spécifiquement les chats, où je me suis un peu foiré sur certains endroits, mais en essayant au maximum de respecter ce principe de traduction
et en ne différenciant pas les humains des chats. Et on est un peu dans le même registre. Voilà. Alors, et il nous dit, bon, par contre, le vocabulaire, c'est toi qui le choisis, faut juste que t'expliques pourquoi tu le choisis. Mais tant que tu justifies, c'est fine. Ensuite, on verra si c'est de la merde ou pas, mais tant que tu justifies, c'est fine. Voilà. Qu'est-ce que... Hop. Donc. T'es où? Mais, suivant le principe de symétrie généralisée, nous nous imposons comme règle du jeu de ne pas changer de registre lorsque nous passons des aspects techniques aux aspects sociaux, espérant que le répertoire de la traduction, qui n'est en rien celui des acteurs étudiés, convaincra le lecteur de son pouvoir d'explication. Donc oui, il nous dit bien, voilà, on passe pas d'un vocabulaire à un autre, et, très important, on n'est pas obligé de... L'analyse sociologique, ça veut pas juste dire retranscrire ce qu'on nous a dit. On peut proposer une analyse avec notre vocabulaire et nos concepts. Il ne s'agit pas de recopier ce qui a été dit dans des entretiens. Et lui, il a dit que ce qu'il va utiliser, c'est le vocabulaire de la traduction. Voilà. Troisième et dernier principe, celui de la libre association. Il exige en particulier que l'observateur abandonne toute distinction a priori entre faits de nature et faits de société, et qu'il rejette l'hypothèse d'une frontière définitive séparant les deux. Ces divisions sont considérées comme conflictuelles, car ce sont des résultats et non des points de départ. Donc, qu'est-ce que j'ai noté? Les acteurs sont définir les frontières. Oui. Et qu'est-ce que j'ai noté ici? Contrainte méthodologique dans la sociologie weberienne n'a que faire pour seul but de redonner aux acteurs les marges de manœuvre et bon. Ce qu'il dit ici, c'est que les divisions entre nature et culture, c'est pas aux sociologues de les décider. Si elles existent chez les individus qu'on enquête. Si elles n'existent pas chez les individus qu'on enquête, mais c'est pas à nous de dire. On ne doit pas faire le postulat de base qu'il y a une séparation nette entre nature et société. Et on se rend vite compte qu'en vérité, on peut très difficilement, une fois qu'on entre par exemple chez la tour, faire la séparation. Et que dans les faits, personne ne l'a fait. De plus, il accepte de considérer que l'inventaire des catégories utilisées, les entités mobilisées et des relations dans lesquelles elles entrent est en permanence discuté par les acteurs, donc ça c'est ce qu'on a dit. C'est toujours flou, la frontière entre nature et culture. Désolé, 2 secondes, tac, voilà. Attends, la musique ça va plus. C'est chill, donc on va mettre Céleste. Boum! Donc au lieu d'imposer une grille d'analyse préétablie, il suit les acteurs pour repérer comment ils définissent et associe, parfois en les négociant, les différents éléments dont ils composent leur monde, qu'ils soient social ou naturel. Donc voilà, ça c'était les trois principes méthodologiques qui y permettent de s'affranchir un peu des difficultés qu'il a décrites en introduction. C'est une introduction qui est assez lourde en vérité, parce que comme on peut le voir, elle a fait 10 pages, quasiment. Mais c'est une introduction qui est bien, qui est vraiment bien construite, parce que elle révolutionne rien dans sa forme, puisque les introductions ressemblent plus ou moins toujours à ça, c'est-à-dire présentation un peu générale du paysage, de quoi on va parler, et de ce qui se fait dans ce dont on va parler. Donc là, il a parlé des sociologiques, analyses et techniques, mais
mais ça ressemble à un gros développement, les difficultés et les solutions qu'ils proposent. D'habitude, on est beaucoup moins dans le détail, on est très en surface, et on dit juste ouais, on va parler de ça, 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 voilà mon plan, voilà ma problématique. STP continue à lire, et met un pouce bleu à la fin. Mais là, il y a un développement qui est vraiment intéressant parce que on est déjà sur une remise en question assez forte avant même que l'article commence. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve pas souvent. C'est un truc où, en lisant l'intro, on n'a pas eu l'impression de lire l'article, malgré qu'il avance des concepts assez forts. Il avance déjà des concepts assez forts dès l'introduction. Coucou le coach Mike. Comment est-ce que tu vas ? Bien, tu arrives à la fin de l'introduction, donc on va pouvoir rentrer dans le texte, dans le dur. Ma cam est mal placée, putain. Sage. Donc, et donc là il nous explique à la fin qu'est-ce qui va se passer. Dans le texte qui suit, nous donnons un exemple d'application de ces trois principes. Notre but est de montrer qu'il est possible de douter de la société elle-même en même temps que les acteurs, et que ceci ne conduit ni au chaos, ni à l'absurdité. Au contraire, et comme on espère le prouver, l'histoire gagne en intelligibilité car sont préservées toutes les fluctuations auxquelles elle donne lieu. Dans l'épisode que nous retraçons ici, s'entrelacent en permanence des prises de position sur la société, sur la nature, sans que l'on puisse dire lesquelles des unes ou des autres sont déterminantes. C'est pourquoi nous avons intitulé ce texte « La domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins de la baie de Saint-Brieuc ». Comme on peut le voir, il applique déjà son premier principe en parlant de la domestication et des coquilles Saint-Jacques et des marins pêcheurs, donc en les mettant sur le même plan, et on va rentrer dans le dur. Aïe aïe aïe. La procrastination, terrible. Mais t'es peut-être pas au meilleur endroit pour travailler là du coup. Peut-être pas sur un stream que tu vas mieux réussir à travailler. Donc voilà, je vais expliquer paragraphe par paragraphe à chaque fois. On va lire en entier le paragraphe, puis on va revenir dessus. Parce qu'il y en a des choses à dire. Même si au début, on est très sur un récit, sur une histoire. Donc c'est chill au début, et ensuite ça... Voilà. Let's go. Il s'agit d'un mets prisé par les consommateurs français. Les coquilles Saint-Jacques ne sont exploitées systématiquement que depuis une vingtaine d'années. Donc on est en 86 quand il écrit ça, donc l'élevage intensif de coquilles Saint-Jacques, il nous dit que ça date des années 60, quoi. En France, elles sont pêchées en 3 lieux, au moment où il écrit, au large des côtes normandes, en rade de Brest et en baie de Saint-Brieuc. Les espèces y sont différentes, certaines comme à Brest sont coraillées toute l'année, alors qu'à Saint-Brieuc elles perdent leur corail pendant le printemps et l'été. Aïe aïe aïe. Est-ce que le jeu est bien au moins ? Donc voilà, c'est pas les mêmes espèces. Ces caractéristiques sont commercialement importantes puisque les consommateurs, telle est du moins la conviction des marins pêcheurs, préfèrent les coquilles coraillées à celles qui ne le sont pas. Tout au long des années 70, le stock de Brest s'éteint progressivement du fait de l'action conjuguée des prédateurs marins, à savoir les étoiles de mer, du froid imposé par plusieurs hivers rigoureux, et des marins pêcheurs qui, pour satisfaire des consommateurs insatiables, capturent la coquille à longueur d'année sans leur laisser le temps de se reproduire. Ah ouais. Pourquoi les coquilles Saint-Jacques sont... Pourquoi tu mets ça entre guillemets, c'est une cote ? Je comprends pas ton message, Lexi, à l'aide. Explique-moi, pitié. Il pleut sa race chez moi. Est-ce que je ferme ma fenêtre ? Mais en même temps, il fait chaud. Et fermer ma fenêtre, ça veut dire tais ton reveal et donc ban. Parce que je dois me lever. Ah, la vie n'est pas facile.
Alors, faux. Non, c'est pas ce qu'il va dire du tout, mais alors pas du tout, du tout. Ah, c'est-à-dire que de toute façon, il n'y a pas de prise de position politique, là. Enfin, il y a une prise de position politique en sociologie, mais ça existe pas dans les travaux en sociologie. Genre, là, ce que tu viens de code, ça peut pas exister dans un travail comme ça. Vraiment pas. Et c'est assez marrant, d'ailleurs, qu'on en soit épargné. Parce que ça m'aurait bien cassé les couilles de voir du ouin-ouin aussi. L'objectif de l'étude, dont nous rendons compte partiellement dans cet article, était d'analyser la constitution progressive au long des années 70 d'un savoir scientifique sur les coquilles Saint-Jacques. Donc il va faire une analyse sociologique d'une science technique, une science de la nature. Le point de départ que nous avons choisi est un colloque qui se tient à Brest en 72. Il rassemble des scientifiques ainsi que des délégués professionnels, des marins-pêcheurs qui examinent ensemble la possibilité de maîtriser la culture des coquilles Saint-Jacques afin d'en augmenter la production. Donc, il commence à y avoir une pénurie parce que les marins-pêcheurs pêchent trop, puisqu'il y a énormément de demandes, et qu'il y a aussi des prédateurs, et qu'il y a des conditions climatiques, et machin. Donc, les marins-pêcheurs et des gens du monde scientifique spécialisés dans l'étude des coquilles Saint-Jacques, des mollusques, je sais pas exactement qui sont ces gens, on va le voir après. En tout cas, ils se réunissent entre eux en discutant de comment on va faire. C'est la sauce, parce que nous, les marins-pêcheurs, s'il n'y a plus de coquilles Saint-Jacques, ben, on n'a plus de business, on crève. Et les scientifiques, ben, ils ont un enjeu de recherche autour de ça. Donc, les discussions s'organisent autour des 3 éléments suivants. 3 chercheurs qui appartiennent au CNEXO, je sais pas ce que c'est. Note 18, Centre National d'Exploitation des Océans, est un organisme public mis en place au début des années 70, chargé de conduire des recherches visant à mieux connaître les ressources maritimes. Donc voilà, un organisme public comme l'ADEME, comme il y en a dans plein de secteurs, des financements publics pour de la recherche sur certains thèmes. Donc 3 chercheurs appartenant au CNEXO, je sais pas, découvrent au cours d'un voyage au Japon que les coquilles Saint-Jacques font l'objet d'une véritable culture intensive, ce qui ne se faisait pas jusque-là, en France. La technique est la suivante, les larves sont fixées sur des collecteurs immergés, où elles croissent à l'abri des prédateurs, et arrivées à une taille suffisante, elles sont semées sur les fonds marins, donc redéposées sur les fonds marins, où elles se développent en toute quiétude pendant 2 ou 3 ans avant d'être pêchées, et ces techniques, selon les récits de voyage des 3 chercheurs, a permis non seulement de préserver les stocks existants, mais également de les augmenter considérablement. Donc les Japonais, ils ont l'air d'avoir une technique de zinzin pour faire péter le stock de coquilles Saint-Jacques. Donc évidemment, les scientifiques sont en mode « Waouh, comment ça marche, trop stylé !» et les marins-pêcheurs sont en mode « Waouh, comment ça marche, trop stylé, on va pouvoir en vendre 500 fois plus !» C'est autour de leur compte-rendu que s'organisent les différentes contributions au colloque et les discussions qui prennent place. La méconnaissance... Alors, deuxième sujet abordé, la méconnaissance des mécanismes de croissance des coquilles Saint-Jacques est totale. Ils savent pas comment ça marche une coquille Saint-Jacques. Du coup, pendant cette réunion en 72, à Brest. Je crois que c'était à Brest. La communauté scientifique ne s'y est jamais vraiment intéressée. Les marins-pêcheurs n'étant héritiers d'aucune tradition puisque l'exploitation intensive est récente, c'est un nouveau métier, c'est un nouveau savoir-faire, ils ne savent rien des premiers instants des coquilles Saint-Jacques, qu'ils ne connaissent qu'à l'état adulte, lorsqu'ils les remontent dans leur drague. Donc au début des années 70, il n'existe aucune relation directe entre les larves de coquilles et les marins-pêcheurs. Les larves de coquilles n'existent pas pour les marins-pêcheurs, ils ne savent pas ce que c'est. Comme on le verra, c'est par l'entremise des chercheurs que ce lien sera progressivement construit. Troisième point abordé dans ce colloque, une activité de pêche intensive dont les conséquences deviennent visibles en baie de Saint-Brieuc. Brest a été rayé de la carte, Saint-Brieuc, la production décroît régulièrement, les représentants des marins-pêcheurs, dont l'activité est particulièrement lucrative, s'inquiètent de cette baisse qui semble inéluctable et craignent que la catastrophe de Brest ne se reproduise à Saint-Brieuc. Tel est le point de départ choisi. 10 ans plus tard, des connaissances scientifiques ont été produites et certifiées, un groupe social, donc celui des marins de la baie de Saint-Brieuc, uni autour de privilèges qu'il a su instituer et préserver, s'est constitué au fil du temps. Des privilèges du fait de la position dominante
dans la pêche à la Saint-Jacques, et en lien avec la demande des Saint-Jacques, qui fait que c'est un marché un petit peu... vu que les gens veulent de ça, ils ont une forme de pouvoir, puisque c'est eux qui peuvent donner ce que les gens veulent. Une communauté de spécialistes s'est organisée pour étudier les coquilles et promouvoir leur culture, et c'est une partie de cette évolution que nous allons maintenant retracer. On ne fait pas toutes les notes de bas de page, si ça vous intéresse évidemment, vous irez voir l'article, il est gratis. Les 4 étapes de la traduction. Par décision de méthode, nous choisissons de suivre un acteur tout au long de ses opérations de construction, déconstruction de la nature et de la société. Donc tout ça, on l'a vu en intro. On est sur la validation de l'avis donné par un individu sur la construction du monde social et pas seulement la construction du monde naturel. En tant que sociologue, on valide ces propos. On est sur un article en français, évidemment. Parce que plus jamais l'article en anglais. C'est horrible. Là, tu vois, on est déjà à la page 12. Donc, alors bon, ok, t'es mal à la gueule des pages. Bon, ça ressemble à rien. Mais quand même. Ici, notre point de départ est constitué par les 3 chercheurs en retour de leur voyage en Extrême-Orient, au Japon. Peu nous importe à ce stade de l'enquête d'où ils viennent et pourquoi ils agissent. Donc ça, c'est directement un tacle à Bourdieu. Enfin, un tacle. Plus jamais ça. Puisque Bourdieu, c'est... bon, bah, les trois guignolos, ils reviennent du Japon. Mais on voit qu'ils ont grandi dans tel type de famille, ils sont allés à telle université, donc c'est normal qu'ils aient entrepris ce voyage parce que ils sont conditionnés de telle ou telle manière, machin. Lui, il est en mode, on s'en bat les reins. Vraiment, ça nous intéresse pas, c'est pas pertinent du tout, ça va pas nous aider pour notre analyse, nique. Dans l'histoire que nous analysons, ils sont le primum movens, alors il tacle Bourdieu, mais ça ne l'empêche pas d'écrire en latin, PTDR. Nous allons les accompagner dans leur première tentative de domestication, et celle-ci passe par 4 étapes, donc qui dans la réalité peuvent se chevaucher, mais qui constituent différents moments d'un processus général auquel nous donnons le nom de traduction. Donc, ce qu'il nous dit là, c'est que cette domestication des coquilles Saint-Jacques, donc le fait de comprendre comment elles fonctionnent, et de réussir à les faire se reproduire assez pour qu'il y en ait une quantité suffisante pour qu'elles ne s'éteignent pas en cas de pêche intensive, c'est une forme de domestication. Mais ça va aller plus loin que ça. Donc, première étape de ce processus de traduction, la problématisation ou comment se rendre indispensable. Donc ça, c'est moi. Je suis indispensable. Bon, jusque-là, tout va bien. Une fois rentrés chez eux, plein d'usages et de raisons, ils écrivent une série de rapports et d'articles dans lesquels ils consignent... Donc là, il parle des scientifiques. Les scientifiques, après le colloque, ils rentrent chez eux et ils écrivent une série de rapports et d'articles dans lesquels ils consignent leur impression de voyage. Après être rentrés du Japon, pardon. Et ils développent des projets. Donc, ouais, on verra que c'est pas exactement ça qu'il dit. Tu vas voir. Ça arrive fort. Ils l'ont vu de leurs yeux vus, affirme-t-il, des larves se fixer sur les collecteurs, puis croître jusqu'à l'âge adulte, à l'abri des prédateurs de tout poil. La question qu'il pose est simple, l'expérience est-elle transposable en France, et plus particulièrement en rade de Saint-Brieuc? La réponse n'est pas évidente, car ils savent, et personne ne contestant leurs affirmations, nous les tenons pour incontestables, ça c'est intéressant, puisque ça veut dire qu'ils ne considèrent pas qu'ils ont particulièrement raison, mais que dans le monde social qui les entoure, personne ne va contre l'avis de ces 3 scientifiques. Donc, jusqu'à preuve du contraire, ce que eux vont dire sera considéré dans le monde social comme une vérité. Donc, l'espèce Pecten maximus est différente de l'espèce
des japonais. Donc nous on a l'espèce Pecten maximus chez nous, qui est pas la même espèce que Pecten Patinopecten yesoensis. Donc eux ils ont ça, nous on n'a pas la même, donc ils se disent ça peut peut-être pas marcher en fait. C'est pas les mêmes espèces, elles ont peut-être des comportements différents. L'aquaculture des coquilles à Saint-Brieuc semble donc problématique puisqu'aucune réponse connue ne peut être apportée à cette question cruciale. Pecten maximus se fixe-t-il dans les premiers instants de son existence, comme le fait l'autre Pecten au Japon? D'autres interrogations tout aussi importantes l'accompagnent. Quand s'opère la métamorphose des larves? À quelle vitesse s'effectue la croissance des nassins? Peut-on fixer suffisamment de larves pour s'engager dans le repeuplement de la baie? La problématisation, et ceci n'est pas original, consiste donc en la reformulation de problèmes. Mais la vigilance à laquelle nous obligent les 3 premiers principes que nous nous sommes imposés nous conduit à reconnaître qu'elle ne saurait être limitée à ce seul mécanisme. En effet, dans les divers documents qu'ils écrivent à ce moment-là, les 3 chercheurs ne se contentent pas de poser les quelques questions mentionnées ci-dessus. Ils identifient un ensemble d'acteurs dont ils s'attachent à démontrer qu'ils doivent, pour atteindre les objectifs ou suivre les inclinations qui sont les leurs, passer obligatoirement par le programme de recherche proposé. À ce mouvement, par lequel les 3 chercheurs s'efforcent de se rendre indispensables, nous donnons le nom de problématisation. Donc, la problématisation, qui décrit tout au long de ce paragraphe et de ce point-là, on est dans la sociologie du réseau. Lui, c'est un des fondateurs de la sociologie du réseau, donc on va pas y échapper. Il a écrit avec le mec de la dernière fois, lui. Ils ont écrit un article ensemble. Le portugais man, là, et lui, ils ont écrit un article ensemble. Donc, on est dedans. Là, malheureusement, désolé si vous aimez pas le réseau, mais on est dedans. Ce qu'il nous dit, c'est que la problématisation, c'est la capacité d'un acteur à faire de lui un élément incontournable. Ici, les marins-pêcheurs, ils disent « Putain, c'est chaud. Vraiment, c'est chaud parce qu'il y a quasiment plus de coquilles Saint-Jacques. Comment on fait? On est dans la sauce. Il faut... La musique est pas très très forte. Il faut pouvoir pêcher des coquilles Saint-Jacques, sinon on va plus pouvoir en vendre, on va plus pouvoir vivre de cette activité. Bref, classique considération, classique peur de pas pouvoir manger à la fin du mois. Et ben c'est un article fondateur. Après c'est pas une sociologie du réseau, c'est une sociologie de la traduction, mais on est un peu dans la même idée. Mais ça, c'est pas un cas particulier du tout. Ça, c'est un cas... C'est l'article fondateur de la sociologie de la traduction. Alors, ça ressemble à une analyse de cas particuliers, parce qu'on parle de sociologie et que c'est pas juste de la théorie, mais c'est pas du tout le cas. Il se sert de la coquille Saint-Jacques et de cette situation pour illustrer, mais là, on est vraiment dans la création de concepts purs et durs. Et c'est là que la notion de traduction vient prendre du sens, c'est là que la notion de problématisation vient de prendre du sens, d'intéressement vient prendre du sens, on va le voir après, il parlera d'intéressement. C'est un article extrêmement théorique et extrêmement lourd, extrêmement dense. Donc t'inquiète que là on est dans la base de la sociologie de la traduction. Après, pour la base de la sociologie du réseau, c'est un peu plus compliqué parce que ça va plus être un bouquin en entier probablement, je dirais, un bouquin de Latour. Donc et qui pour le coup est illisible. Genre pour le coup il y a 0 cas pratique et c'est que de la théorie et genre la première fois que je l'ai lu en entier, j'ai rien compris. Je suis allé au bout et tout, j'étais là en mode putain, je prends des notes, machin. J'ai rien bité. J'étais un peu plus jeune et j'avais pas autant d'expérience, mais voilà. J'ai dû le relire 1 ou 2 ans après, ça allait quand même un peu mieux. Et là, je l'ai relu il y a pas longtemps et bon, bah voilà, j'ai pas du tout de souci avec, mais rentrer dedans comme ça, je me suis dit celui-là il est bien parce que il est très très théorique, très très lourd, mais ce petit côté on parle des coquilles Saint-Jacques, ça permet quand même d'alléger la chose et de
déjà de pas moi chercher des exemples, il les donne, pour exemplifier un petit peu les concepts, et voilà. Mais on va avancer, tu vas voir, t'inquiète, ça va. On va arriver dans du dur, là. L'analyse des interactions, on pourra discuter. En vrai, j'avais envie de faire un texte de Goffman, qui est un peu à l'origine du mouvement qu'on appelle interactionnisme en sociologie. Donc on fera peut-être un peu de Goffman un jour. Goffman, c'est sympa. C'est un peu... Des fois, il y a un côté presque, c'est un roman, mais... On fera peut-être un peu de Goffman. Mais bon, pour l'instant, on parle... de la problématisation. Donc la problématisation, c'est... Les marins-pêcheurs, ils disent « À l'aide, comment on fait ? Nous, il faut qu'on bouffe. Pour qu'on bouffe, il faut qu'on vende des Saint-Jacques, mais les Saint-Jacques, il n'y en a plus. » Et donc, ils ont un problème. Et là, les scientifiques, ils arrivent et ils disent « Vous avez besoin de nous. C'est nous qui allons faire les études. C'est nous qui allons vous montrer comment ça marche, les coquilles Saint-Jacques. Et c'est grâce à nous que vous pourrez continuer votre pêche de coquilles Saint-Jacques. » Ils se rendent indispensables. Ils se problématisent. Les marins-pêcheurs ont besoin... Ouais, mais tu vas voir. Tu vas voir la notion. Alors, la traduction, c'est un concept assez large qui, selon les cas, va... Il a beaucoup d'applications possibles. Mais ouais, on va parler de conversion. Donc voilà, les chercheurs, là, ils se rendent indispensables. Donc c'est ce qu'il explique noir sur blanc. Ils se rendent indispensables en disant « Vous avez besoin de nous pour savoir comment fonctionnent les coquilles Saint-Jacques. » Et donc ça, c'est une étape importante de... comment il a appelé ça, si c'est pas traduction de la domestication. Et pour lui, ça... Alors, je crois qu'il le dit plus tard, mais c'est la domestication des marins, des pêcheurs, par les scientifiques. C'est une forme de domestication puisqu'ils se rendent indispensables et deviennent un élément par lesquels les marins-pêcheurs ne peuvent pas ne pas passer. Voilà. Donc, la problématisation comme entre-définition des acteurs. Les questions formulées par les 3 chercheurs et les commentaires qu'ils en donnent, il y a de l'orage. Les questions formulées par les 3 chercheurs... Non, c'est pas les sociologues. Non. Justement, les chercheurs, c'est les chercheurs... eux, là. Merde. À l'aide. Eux, là. Les 3 chercheurs qui appartiennent au Snexo. Ah. Les chercheurs qui sont indispensables aux marins, pour le coup, c'est les chercheurs de ce qu'on appelle les sciences de la nature, scientifiques classiques, voilà. Donc les questions formulées par les 3 chercheurs et les commentaires qu'ils en donnent mettent directement en scène 3 acteurs. Voilà. Les 3 chercheurs, pour eux, ils dressent un peu un tableau, un panorama du truc. Il y a trois acteurs principaux, les coquilles Saint-Jacques, évidemment, les marins et les collègues scientifiques. C'est-à-dire les autres scientifiques qui vont lire leurs recherches à eux. Donc des gens qui s'intéresseront peut-être plus tard aux coquilles Saint-Jacques ou je sais pas quoi. La définition de ces acteurs, telle qu'elle apparaît dans différents documents rédigés par les 3 chercheurs, est assez grossière. Elle est cependant suffisamment précise pour expliquer en quoi ces acteurs sont nécessairement concernés par les différentes questions formulées. Oui, quand je relis, ouais, je comprends mieux. Sont nécessairement concernés par les différentes questions formulées. Ces définitions peuvent être synthétisées de la manière suivante. Donc ça, c'est les définitions des acteurs depuis la perspective des 3 chercheurs là, qui sont allés au Japon et qui ont dit « Oh, ça se fixe comme ça, trop bien, on va le faire en France, on va tout niquer avec nos super coquilles Saint-Jacques. » Ils considèrent qu'il y a, petit a, les marins pêcheurs de Saint-Brieuc, qui sont des individus qui pêchent les coquilles sans se soucier de l'épuisement du stock jusqu'à la dernière coquille.
De leur activité, ils tirent des bénéfices importants. S'ils ne réfrènent pas leurs ardeurs, ils finiront par être ruinés, comme le montre l'évolution des courbes de tonnage produit. Ces pêcheurs sont cependant censés être conscients de leurs intérêts économiques à long terme, et par voie de conséquence se montrer bien disposés à l'égard du programme de repeuplement et des études à lancer pour le réaliser. Aucune autre hypothèse n'est faite sur leur identité, les 3 chercheurs ne se prononcent pas sur l'existence d'un groupe social uni. Ils définissent un marin-pêcheur moyen, unité de base d'une communauté constituée d'éléments tous semblables. Donc ça, c'est la manière dont voient les marins-pêcheurs, les 3 scientifiques. Ils disent en gros, c'est pêcheur moyen random, il voit juste la thune en pêchant un max, et il se rend un peu compte qu'il est en train de ruiner parce qu'il y aura bientôt plus de coquilles, mais en même temps il a pas l'air turbo malin. Donc voilà un peu ce qu'ils disent des marins pêcheurs à ce moment-là. Ça c'est la définition que nous font. Alors je sais pas ce que j'avais noté moi. Applique ces principes de méthode en laissant aux scientifiques la possibilité de discuter le social, donc voilà. Les scientifiques, donc ça on applique le premier principe, ou le deuxième je sais plus, enfin bref, un des principes méthodologiques de l'introduction, où on considère que les chercheurs ont aussi le droit de parler du monde social. On ne leur coupe pas la parole, on ne les censure pas sur leur analyse de la société. Ça, c'est l'analyse que eux font des marins-pêcheurs. Nous, en tant que sociologues, on dirait pas ça. Mais là, on s'en fout. On s'en fout de ce que nous, on dirait. Ce qui compte, c'est de s'intéresser à ce que eux disent. Et de traiter les choses de la même manière. Donc il y a aussi leurs collègues scientifiques, à ces 3 scientifiques-là qui vont étudier Saint-Jacques, qui participent au colloque ou qui sont cités dans les publications ou qui vont nos amis les marins-pêcheurs. Moi j'ai rien dit sur eux, hein. C'est pas moi, c'est les scientifiques qui les trash talk. Sachant évidemment que les définitions évoluent au fil des interactions, des controverses. Puisque là on est au tout début. Si, ils font... En fait, je sais pas. C'est ça le truc. Nos amis... pour te répondre, Coach Mike, la réponse c'est... Nous, on n'en sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est que les scientifiques, eux, ils disent ça. Les 3 scientifiques, on leur tend un micro, tu vois. Enfin, là, en l'occurrence, il allait lire des comptes rendus et d'études, etc. Et ces mecs-là, eux, ils disent ça. Ils disent... C'est bizarre, ils font quand même pas trop... Enfin, ils arrêtent pas de pêcher, alors que ça détruit les réserves. Et pourtant, ils ont besoin des réserves, donc ils sont bizarres un peu, non? Ils sont pas un peu cons? Voilà. En gros, ils disent ça, eux. Nous, on n'en sait rien. Pour l'instant, nous, on n'est pas... C'est pas ce qui nous intéresse. Parce que... Nos amis succulentes coquilles Saint-Jacques. C'est rigolo. Le réchauffement climatique. Dans quel sens? Qu'entends-tu par là? Paf. Donc ils définissent un marin-pêcheur moyen. Ils ne pensent pas à un groupe social uni, typiquement un groupe syndiqué ou ce genre de choses. Ils imaginent voilà, le moyen. Ils ont un truc en tête, comme quand on dit... quand on parle, je sais pas, de quelqu'un de random, genre on dit le prof, tu vois, le prof moyen. On n'imagine pas le groupe des professeurs avec des unités, des individus bien spécifiques, des caractéristiques bien spécifiques, etc. Donc, deuxième définition de ces scientifiques, leurs collègues scientifiques. Et bah, si on prend cet exemple-là, du réchauffement climatique, Michel Calon qui a écrit l'article, il te cite ici. Tu vois ce que je veux dire? Là, le coach Mike, c'est les 3 scientifiques qui disent non. Les gens, ils disent que ça se réchauffe pas à cause de nos actions, mais en fait, c'est à cause de nous. Donc bizarre qu'ils voient pas les choses, tu vois. C'est ça la perspective, si on peut replacer un peu tout sur un schéma.
Voilà comment il voit les choses. Du coup, lui, évidemment, sa position, c'est pas de dire que, en effet, ils se rendent pas compte, ou en effet, il y a plus de coquilles Saint-Jacques, ou machin. Ça intéresse pas le sociologue. Ce qui va intéresser le sociologue, c'est comment eux, ils gèrent ça. Comment eux, ils voient les choses. Au même titre que si tu fais, mais c'est des trucs qui ont été faits, une analyse du réchauffement climatique, en tant que sociologue, tu vas pas t'intéresser à s'il y a vraiment du réchauffement climatique, ou je sais pas quoi. Tu vas t'intéresser aux gens qui parlent du réchauffement climatique. Pourquoi est-ce qu'il y a des conflits? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui disent qu'il y en a du réchauffement climatique et d'autres qui en a pas? Et ça, c'est ça ton travail en tant que sociologue, c'est d'aller voir ce qui se passe et ce que font les gens. Pas vraiment de prendre position sur... Et c'est ce que je fais dans mon travail à moi. Je travaille sur la mesure de la qualité de l'air. Ça veut pas dire que je suis capable de mesurer la qualité de l'air. J'y connais rien. Alors j'ai quelques connaissances maintenant, voilà, mais je suis pas capable de dire s'il y a une bonne ou une mauvaise qualité de l'air, ce genre de choses. Moi, ce que je travaille, c'est les gens qui font ces études-là. Qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi est-ce qu'il y a des conflits entre eux? Comment est-ce qu'ils mobilisent des outils techniques ou pas? Ce genre de choses. Et là, on est là-dedans. On est en plein là-dedans, c'est l'avis des 3 chercheurs sur les marins pêcheurs. L'avis des 3 chercheurs sur leurs collègues scientifiques, donc les gens qui participent à leur colloque, les gens qui sont dans leurs articles cités, les gens qui vont les lire aussi. Deux messages en même temps. De fait d'analyser la personne qui a raison. Exactement, c'est le principe de symétrie. Nous, ça nous intéresse pas de savoir qui a raison, qui a tort. Moi, je réponds après Alexis du coup. Moi, j'en ai rien à foutre du réchauffement climatique en tant que sociologue. Alors, à titre personnel, pour moi, il y a du réchauffement climatique et j'aime pas les climato-sceptiques. Mais ça, c'est pas mon job de sociologue, tu vois. En tant que sociologue, je dois les traiter de la même manière. Parce que il y a des raisons. Parce que de toute façon, si on n'essaye pas de les traiter de la même manière, on comprendra jamais le raisonnement des deux. Et il faut comprendre le raisonnement des deux. Parce que c'est le principe même de notre travail, d'essayer d'aller comprendre ce qui se passe. Et de juste dire, eux ils ont tort, c'est des mongolos, ceux qui disent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, vraiment je les déteste. Alors, dans ma vie de tous les jours, à titre très personnel, un petit peu, mais je peux pas faire ça en tant que sociologue, parce que sinon je fais une analyse qui pue la merde. Malheureusement, ça a aucun intérêt de produire une analyse en disant que ceux qui disent pas comme toi, c'est des mongols. Tu vas pas très très loin. Donc là, c'est un peu ce qu'il fait. Et du coup, les journalistes devraient effectuer le même travail que les sociologues, mais ont le défaut de souvent prendre position. C'est un vrai débat autour du terme même d'enquête. Puisque en sociologie, par exemple, on parle d'une enquête sociologique, mais on parle aussi d'une enquête journalistique. Et ça plaît pas toujours à certains sociologues qui disent que les journalistes... Bon. Voilà. Et donc, il y a des prises de position. La différence, je pense, avec la sociologie, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de réflexion sur leur propre pratique, qu'il y a cette espèce de... Ouais, on a le principe de journaliste d'être un peu neutre. Bon, dans les faits, on se rend compte que non. Il y a énormément d'enquêtes sociologiques sur le journalisme, d'ailleurs. Puisqu'il y a des intérêts économiques, des intérêts politiques, des intérêts personnels, de carrière, des intérêts de conviction, etc. Et que, en effet, c'est relativement peu neutre. Et de toute façon... Mais ça pour le coup c'est vrai en sociologie aussi, mais les revues dans lesquelles c'est publié ont déjà une orientation de base. C'est-à-dire que si tu publies sur BFM ou sur Libération, t'es pas du même bord politique, et de base tu vas pas dire la même chose. Mais ça c'est vrai en socio. La sociologie est politique aussi. Genre les gens qui... Ça fait longtemps... Ça fait longtemps que la sociologie est... Enfin, il y a encore quelques mongolos en socio, mais c'est pas considéré comme l'objectivité scientifique pure, dénuée de convictions politiques, etc. C'est beaucoup moins orienté politiquement sous plein d'aspects, mais c'est pas pour ça que ça n'existe pas et que dans les faits, qu'il n'y a pas une forme de prise de position. Mais oui, il y a une prise de tête à se remettre sans arrêt en question, parce que la sociologie est très proche de ce qu'on appelle l'épistémologie. Donc l'épistémologie, c'est... Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais la science des sciences. Donc une réflexion sur la science, une réflexion sur la production de savoir. Et oui, c'est un domaine qui est gigantesque en sociologie. Parce que
justement, on a peur de ce glissement. On a peur de ce glissement où on fait un truc un peu merdique parce que on n'est pas capable de prendre de la distance par rapport à l'objet d'étude. Et c'est là-dessus que la sociologie s'est fondée. Chez les deux gros darons de la sociologie, Durkheim et Weber, le principe même, c'était chez Durkheim, c'était se défaire des prénotions. Donc ça veut dire ne pas appliquer ses jugements personnels sur l'objet qu'on étudie. Et chez Weber, c'est ce qu'on appelait la neutralité axiologique, donc la neutralité des valeurs. Donc ne pas appliquer ces valeurs à l'objet qu'on étudie. Alors, pas des interactions scientifiques, parce que la science des interactions scientifiques, du coup, c'est ça. C'est ce qu'on est en train de faire, la sociologie de la traduction, la sociologie des sciences. L'épistémologie, c'est la science des perspectives scientifiques, de la manière de voir le monde en tant que scientifique, des concepts scientifiques, des méthodologies scientifiques, du travail en fait. Pas du travail concret, pratique de tous les jours, mais du travail, tu vois, dans les bouquins quoi. Du travail scientifique, des concepts. Enfin, après, c'est peut-être ça que tu voulais dire par interaction. Moi, quand j'entends interaction, je pense à quelque chose de très, très pratique, quoi. Ouais, et bah, un peu plus à des échanges, des... Ouais, bah du coup, ouais, ça va être plus des échanges, voilà, des univers scientifiques, si on peut dire. Du coup, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Vexi, mais voilà. Et c'est d'ailleurs un reproche qui est fait, par exemple, au monde journalistique, de justement ne pas se prendre la tête sur les positions qui sont prises par les acteurs du monde journalistique. Et les critiques sociologiques là-dessus, c'est... Alors, c'est cool, ils font leur travail, mais on peut pas considérer ça déjà comme une science, et on peut pas considérer ça comme un... On doit le considérer comme n'importe quelle autre activité. Et du coup, quand on nous dit que journaliste égale objectif parce qu'il réunit que des faits ou je sais pas quoi, il y a des sociologues que ça énerve un peu. Parce que ils sont en mode non, clairement pas. Bon. Petit b. Donc, comment est-ce que sont décrits leurs collègues scientifiques par ces mêmes scientifiques ? Comment ils sont décrits ? C'est des gens qui ne savent rien sur les coquilles Saint-Jacques. On l'a dit, jusque-là, il n'y a aucune connaissance sur les coquilles Saint-Jacques, et il n'y avait quasiment même pas de pêche sur les coquilles Saint-Jacques. On ne savait pas comment elles existaient, on ne savait pas pour les larves, le fait qu'elles se transformaient en coquilles plus tard. C'est-à-dire qu'on était à un état de connaissance, où que ce soit pour les marins ou les scientifiques, on se disait à peu près que les coquilles, on connaissait que leur forme finale, c'est-à-dire de coquilles. On ne connaissait pas la forme embryonnaire, on ne connaissait pas les larves qui vont grandir, etc. On connaissait la coquille finale. Donc ils ne savent rien sur les coquilles, en général, mais encore moins sur celles de Saint-Brieuc, qui sont une espèce particulière. Ils sont censés être intéressés par l'accroissement des connaissances sur cette question, puisque c'est des scientifiques, donc leur seul objectif, théoriquement, ça c'est évidemment en science c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas l'enjeu scientifique c'est la connaissance, là où par exemple l'enjeu d'un marché économique c'est l'accroissement de la richesse, donc en science c'est l'accroissement de la connaissance. Donc ils sont censés être intéressés par l'accroissement de la connaissance sur cette question, et ne pas être gênés par la stratégie proposée qui consiste à étudier les coquilles in situ plutôt que dans des cuves expérimentales. Ça je sais pas pourquoi. Exactement, des gros noobs de la Saint-Jacques. Les gros nulos de scientifiques. Et là je sais pas pourquoi, et je crois qu'on n'a pas d'explication, mais à ce moment-là, les scientifiques considèrent que leurs collègues devraient pas avoir d'inconvénient à ce qu'ils travaillent sur place directement dans la mer plutôt que dans un labo. Mais je sais pas pourquoi. Mais eux, ils considèrent ça, à ce moment-là. Et enfin, troisième et dernier acteur, caractérisé par les scientifiques eux-mêmes, évidemment, les coquilles. Alors, l'étude, elle est sortie en 86, mais c'est une étude sur plusieurs années, donc c'est les années 80. Et apparemment, on pêchait intensivement depuis les années 60 seulement. Donc c'est quelque chose de très récent, la coquille Saint-Jacques. Très très récent. Et donc il reste la baie de Saint-Brieuc, les coquilles de la baie de Saint-Brieuc, que les scientifiques caractérisent de la manière suivante. Une espèce particulière,
pecten maximus, évidemment on met des termes en latin, dont personne ne conteste qu'elles sont coraillées 6 mois par an seulement. Ça, visiblement, c'est de notoriété publique, elles ont du corail seulement la moitié de l'année. Elle n'est connue qu'au stade adulte, au moment où elle est pêchée. La question posée laisse entendre qu'elle peut se fixer et accepter une protection qui lui permettra de proliférer et de se perpétuer. Bien sûr, et sans cela, il manquerait à la problématisation un point d'appui. Ah oui, non, ça c'était le 3, et donc ça c'est la suite. Mais en vérité, quand on fait de la sociologie des sciences, on se rend compte que nous, ce qu'on considère comme étant une connaissance qui date d'il y a des milliards d'années, et un truc un peu évident, c'est dinguerie à quel point c'est tout récent, quoi. Et il y a beaucoup de sociologie des sciences qui travaillent sur des trucs comme ça, et où tu te dis, putain, ouais, ça on sait pas, ah ça on a jamais travaillé là-dessus, ouah, dinguerie. Et vraiment, je trouve ça ouf. Parce que oui, ça nous semble acquis, et il y a énormément de choses, en fait, on est en mode, bah... Ah ouais, ok, on sait rien, let's go. Bah c'est typiquement vrai aussi sur les études physiologiques, en lien avec... parce que moi je m'intéresse beaucoup à tout ce qui va être nutrition et développement musculaire en général, et on se rend compte qu'il y a il y a très peu de travaux sur plein de sujets où tu te dis mais putain, je pensais qu'on savait quoi. Il y a des bodybuilders depuis 150 ans. C'est une pratique, une discipline qui est qui a beaucoup de poids depuis facilement 50 ans, un peu plus. Et il y a plein de fois où tu te dis mais putain, les mecs ils savent pas si c'est mieux de s'entraîner comme ça ou comme ça. Il n'y a pas eu d'études là-dessus. Et en vrai, ça paraît fou. Et du coup, ouais, pareil pour les Saint-Jacques. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais putain, on est dans les années 80, et les mecs savent même pas à quoi ça ressemble une coquille Saint-Jacques avant l'âge adulte. Il y a 40 piges, ils savaient pas. Ils connaissaient que la coquille Saint-Jacques, genre la coquille avec le truc final dedans. Bref. Donc, ça c'est la description des acteurs par nos scientifiques. On a les marins pêcheurs, ces gros bouffes. Nos collègues scientifiques, ils savent rien, mais on va leur apporter la lumière. Et les coquilles Saint-Jacques, on sait pas trop. On sait pas trop. On espère qu'elles vont pas trop casser les couilles dans notre processus scientifique et qu'elles vont accepter de se développer et de bien se fixer, de bien se fixer au truc pour se développer. Bien sûr, et sans cela, il manquerait à la problématisation un point d'appui, puisqu'on le rappelle, la problématisation, c'est pour Calon, ici dans ce texte-là, la capacité d'un acteur à se rendre indispensable pour les autres. Les scientifiques se sont rendus indispensables auprès des marins-pêcheurs en disant « Si vous pêchez tout, bande de débiles, il n'y aura plus rien. Donc nous, on va vous expliquer comment faire pour qu'il en reste. On va vous expliquer, on arrive avec notre méthode scientifique pour vous dire comment faire. » Et ils se rendent ainsi indispensables, puisque la science a un effet d'aura. Quand c'est scientifique, alors tu écoutes, et un petit peu ce côté-là. Donc il bénéficie de cet effet-là. Et voilà. Bah, de toute façon, il n'y a pas besoin de ça, en vérité. Puisque dans le champ scientifique, trust me, pour se démarquer, il faut travailler sur des sujets qui n'ont pas encore été traités. Donc, de manière générale, les thésards ont très souvent d'eux-mêmes tout intérêt à aller chercher là où on n'a pas encore travaillé. Et au-delà des thésards, de toute façon. Un article qui va marcher, c'est un article qui met en avant une découverte. Donc, de toute façon, il y a énormément de stats là-dessus sur les lectures d'articles, les publications d'articles et les citations d'articles. Les articles qui marchent le plus, c'est ceux qui disent « Tes masques, on a découvert la dinguerie dans mon article ! Clique !» Et voilà. Clique et abonne-toi. Tu vas voir la suite. Je vais faire d'autres découvertes, ça va être zinzin. Donc, de toute façon, c'est un mécanisme qui se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de... Mais... Oui, il n'y a pas que l'intérêt de la recherche, évidemment. T'as raison. D'autant qu'aujourd'hui, les financements de thèse passent énormément par des commandes.
Enfin, ça dépend des disciplines, ça dépend des domaines, mais il va y avoir souvent des financements en lien avec des acteurs qui font des commandes. Et quand ils font des commandes, c'est pour eux. C'est que eux, ils sont intéressés souvent financièrement par le résultat de la recherche. Donc voilà. Didadidadou. Donc, bien sûr, et sans cela il manquerait la problématisation, un point d'appui. Donc on a notre problématisation puisque les mongolos au-dessus se rendent indispensables. Les trois chercheurs, en même temps qu'ils définissent d'autres acteurs, ils dévoilent ce que eux-mêmes sont et veulent. C'est-à-dire que en disant ouais, les marins pêcheurs, les scientifiques et les coquilles Saint-Jacques, c'est nanani, nanana, et gros ça y est, ils disent quelque chose de eux-mêmes. Ça dit quelque chose d'eux, de la manière dont ils définissent. C'est pas random, c'est pas aléatoire. C'est assez lourd de sens même. Ils se présentent comme des chercheurs fondamentalistes. Je sais pas si je définis ça, mais en gros des chercheurs qui vont chercher les choses au plus profond. Je sais pas si on peut dire ça. Enfin, remarque, le terme est parlant, fondamentalistes, qui vont au fondement, qui vont fondamental, qui vont à la base des choses. Qui sont impressionnés par les réalisations étrangères, donc chez les Japonais, et qui cherchent à parfaire les connaissances disponibles sur une espèce peu étudiée, voulant le bien des marins pêcheurs et l'accroissement des stocks de coquilles. Ça, c'est comment eux se présentent. Dans la manière dont ils définissent les autres, ils se présentent de cette manière-là. Donc des BG qui vont tout niquer. Ils arrivent, ils ont dit oh, les Japonais turbo bien ce qu'ils ont fait, regardez, nous aussi on arrive, pour vous vraiment on va faire ça, ça va être dinguerie. On va accroître le stock de coquilles Saint-Jacques, on va vous expliquer comment ça marche, suivez-nous, ça va être la folie. Voilà ce qu'ils font. Et donc ça nous explique qui ils sont. Et je sais plus pourquoi j'ai surligné ça. Je rappelle, j'ai des notes sur cet article. Et je sais plus ce que j'ai noté, parce que je l'ai lu il y a longtemps, donc ça c'est des notes un peu vieilles. Donc il y a un monde où je dis, ouais cette note-là... Voilà, mais bon on verra. Chercheur qui est unique, tourné... Ça je l'ai pas. Aïe aïe aïe, je l'ai pas, j'ai pas compris. Je crois que j'ai trop brassé entre le moment où j'ai dit un truc et t'as fait une blague sur le truc. Et du coup j'ai perdu. J'ai perdu le truc. Ah, let's go. Let's go. Alors, comme on le voit sur cet exemple, la problématisation, loin de se réduire à la simple formulation d'interrogation, donc on ne sait pas juste « Oh, comment ça marche les coquilles Saint-Jacques ?» On voit que c'est un processus bien plus lourd. Atteint au moins partiellement et localement certains éléments constituant le monde social et le monde naturel, une seule question, Pecten maximus se fixe-t-il? Donc cette question c'est, est-ce que les coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc ont leurs larves qui veulent bien accepter de se mettre dans le parc safe pour grandir et ensuite être lâchées dans la mer une fois que leur coquille a grossi et qu'elles peuvent être protégées des prédateurs a.k.a. les salopes d'étoiles de mer. Puisque les étoiles de mer, c'est les pires. Elles bousillent les coquilles Saint-Jacques, donc il faut qu'elles puissent grandir à l'abri. Je vous banne. Donc il faut qu'elles grandissent à l'abri. Donc est-ce qu'elles se fixent sur les dispositifs où elles peuvent grandir à l'abri? Donc une seule question, Pecten maximus se fixe-t-il? Suffit à problématiser toute une série d'acteurs, c'est-à-dire établir de façon hypothétique leur identité et ce qui les lie. Donc ce qu'il nous dit c'est, avec cette question Pecten maximus se fixe-t-il? Et ben les scientifiques ils ont fait toutes ces définitions d'acteurs, les trois qu'on a vus au-dessus, et ils ont le droit de faire ces... Enfin, putain, du coup j'ai lu ton message en même temps. Donc cette petite question, toute simple, elle met en jeu tout ce qui a été dit au-dessus. C'est cette question-là qui mène à la définition des acteurs par les scientifiques eux-mêmes, et de ce fait de la définition des scientifiques, comme on l'a vu. Donc cette petite question toute bête, c'est pas juste une petite question toute bête, et elle implique énormément de choses. On l'a vu. Voilà.
Deuxième point, la problématisation comme définition des points de passage obligés, PPO, point de passage obligé, et non pas PPPTT. Donc, les trois chercheurs ne se bornent pas à identifier quelques acteurs, ils montrent que ceux-ci, dans leur intérêt, doivent admettre le programme de recherche proposé. L'argumentation qu'ils développent dans leur papier est toujours la même. Si les coquilles Saint-Jacques cherchent à se perpétuer, quels que soient les mecs... Vous entendez l'orage là? Non, je crois que le micro il capte pas. Ça m'a coupé dans le petite palourde partie trop tôt. Le PPPTT exploité jusqu'au bout, essoré au maximum, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Donc, l'argumentation qu'ils développent dans leur papier est toujours la même. Si les coquilles Saint-Jacques cherchent à se perpétuer, quels que soient les mécanismes plus ou moins obscurs qui expliquent cette pulsion, et là, donc, par là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, on n'en a rien à péter, nous, de comment elles se reproduisent. Les coquilles Saint-Jacques. De pourquoi elles se reproduisent. Nous, ça nous intéresse pas. Vraiment, c'est pas ça qui nous intéresse. Il le met en tout petit, mais c'est vraiment un truc important à comprendre. Nous, on fait de la sociologie. On s'intéresse pas à la reproduction des coquilles Saint-Jacques. Donc, si les marins-pêcheurs entendent préserver leur intérêt économique à long terme, quelles que soient les raisons de cette orientation, encore une fois, et là c'est un peu plus intéressant, ça nous intéresse pas. En tant que sociologue, on ne dit pas pourquoi ils veulent préserver leur intérêt économique. On dit juste que là, dans le cadre de notre étude, ils veulent préserver leur intérêt économique. Ils veulent gagner des thunes. Mais on ne dit pas pourquoi. Ça ne nous intéresse pas. Et parce que c'est un autre sujet. Et c'est trop long, c'est trop lourd, ça concerne pas cette enquête-là. Ils veulent gagner de la thune pour plein de raisons. On les connaît pas, et on s'en fout. Et si les collègues scientifiques visent le progrès des connaissances, et encore une fois, quel que soit le ressort de cette ambition, donc on n'en a rien à péter de pourquoi ils veulent du progrès des connaissances. C'est pas ça qu'on cherche. Nous, on reprend pas. On va pas plus loin que ce qui a été donné par les scientifiques. Les trois scientifiques ont dit les marins-pêcheurs ils veulent gagner de la thune, et nous on va pas dire ah ils ont dit ça, il faut qu'on comprenne pourquoi ils veulent gagner de la thune. Non, ce qui nous intéresse c'est qu'est-ce qu'ils font avec ces gens qui considèrent comme voulant gagner de la thune. Alors, oui, non. Non mais ça pour le coup, ça c'est des vraies bagarres épistémologiques. Acteur ou agent, ça a été c'est toujours un petit peu, plus beaucoup, mais par exemple dans les années 80, c'était la vraie bagarre. C'était t'es de telle orientation sociologique, c'était des gens qui s'insultaient en colloque, c'était très sectaire et tout, donc genre oui, c'est... Mais ils étaient d'accord sur la neutralité, juste ils étaient pas d'accord sur leur paradigme à eux, sur leur manière de voir un socio. Mais ils étaient d'accord entre eux, sur la neutralité, en disant que la sociologie doit être neutre, mais par contre, moi j'ai plus raison sur ce que c'est la sociologie. La sociologie, ça marche quand même mieux comme ça, bolos. Ah par contre, tu dis que la sociologie doit être neutre, là je suis d'accord. Mais tout le reste, tu pues la merde. Voilà un peu comme il voit les choses. À ce moment-là. Donc en tout cas, essayons de lire. Donc les trois chercheurs ne se bornent pas à identifier, ils montrent que ceci, l'argumentation qu'ils développent, ils sont menés à accepter, petit 1, qu'ils doivent au préalable connaître la réponse à la question, pour faire tout ce qu'ils ont dit et amener les gens à les suivre, il faut qu'ils connaissent la réponse à la question suivante, comment les coquilles se fixent, et deuxième point, que l'alliance autour de cette interrogation est profitable pour chacun d'entre eux. Donc, on a cette figure qui... donc on a le point de passage obligé. Pour expliquer ce schéma, on pourrait dire, donc le point de passage obligé, c'est Pecten Maximus se fixe-t-il. Et pour gérer
ce point de passage, on a vu que les 3 chercheurs se rendent indispensables, puisqu'ils disent « c'est nous qui allons savoir ». Donc ensuite, tout le monde passera par nous. Mais il y a quand même ce point de passage obligé pour tout le monde. Tout le monde a besoin de savoir est-ce qu'il se fixe. Pecten Maximus... Alors, les 3 chercheurs ont besoin de savoir si elle se fixe, puisque c'est l'enjeu de leur connaissance. Pecten Maximus a besoin de savoir si Pecten Maximus se fixe, puisque c'est ce qui permet de faire perdurer sa propre espèce. Les marins-pêcheurs ont besoin de savoir si Pecten Maximus se fixe, puisque ça leur permettra d'en pêcher plus et de sustain leur activité économique. Et les collègues scientifiques ont besoin de savoir si Pecten Maximus se fixe-t-il, puisqu'il y a un enjeu de connaissance. Ce sont les 3 éléments qui ont été dits ici, l'argumentation qu'ils développent dans... J'ai pas le droit de surligner, putain c'est un trop vieux texte. Donc on va faire comme ça. Paf! Et ça, c'est en lien avec le schéma. Boum! Dinguerie. Et j'avais pris des notes la dernière fois, donc on va voir tout de suite quelle était cette note. On regarde la visée de chaque acteur, peu importe ce qui le motive. C'est pas dingo. Non. Arrête. Bon, y a pas besoin de se remettre en question pour avoir des courants en désaccord. Hein. Les désaccords, il y en a partout. Dans toutes les sciences et dans tous les domaines, même bien au-delà de la science. La sociologie n'a pas attendu la sociologie pour avoir des désaccords dans une discipline. Hein. Je veux dire, j'imagine que les exemples sont assez nombreux et qu'ils vous viennent en tête sans que j'ai besoin d'en citer, mais... Et bah d'ailleurs, on le verra dans cet article, il me semble. Il me semble qu'il y a un peu des frictions entre les scientifiques à un moment donné. Donc la problématisation, outre la définition des acteurs qu'elle implique, possède des propriétés dynamiques. Elle indique les déplacements et détours à consentir et cela pour les alliances à sceller. Définis comme ils le sont, les collègues scientifiques, les coquilles Saint-Jacques et les marins-pêcheurs sont entravés dans leur existence même. Ce qu'ils visent, ils ne peuvent l'atteindre par eux-mêmes. Donc, moi je vais finir le truc et j'explique en plus. Des obstacles aux problèmes se dressent sur leur route. L'avenir de Pecten Maximus est en permanence menacé par les prédateurs de toutes sortes qui les frappent mortellement. Les marins-pêcheurs, en maximisant leur profit à court terme, ne peuvent assurer leur survie à long terme. Les collègues scientifiques, qui veulent le développement des connaissances, sont obligés d'admettre que manque de première et indispensable observation sur les coquilles Saint-Jacques in situ. Quant aux 3 chercheurs eux-mêmes, leur projet passe par la question préalable de la fixation. Pour tous ces acteurs, l'alternative est claire, ou bien changer de route, ou bien reconnaître qu'il faut d'abord soutenir l'étude de la fixation des larves et attendre les premiers résultats. Alors, il existe, du coup, découlant de cette sociologie-là, une sociologie des controverses. on va peut-être pas rentrer dans... Je vais essayer d'expliquer ce paragraphe, qui nous dit qu'en gros, on se rend assez vite compte, et il dit que tous s'en rendent compte, tous ces gens ont bien conscience d'un truc, tous ces acteurs ont bien conscience d'un truc, c'est que ils n'arriveront pas à leur objectif commun sans nouer des alliances. Ils ont besoin les uns des autres. Et évidemment, c'est pas égal. On voit que les 3 chercheurs se rendent bien plus indispensables que ne le seraient par exemple les marins-pêcheurs, et deviennent eux-mêmes un point de passage obligé à un moment donné. Mais ils savent qu'il y a besoin de créer des alliances. Et donc on y arrive. La problématisation, c'est aussi la création d'alliances. Comme le montre ce schéma, décrit un système d'alliance, et nous dirons d'association entre des... j'ai un truc dans l'œil, entre des entités dont elle définit l'identité ainsi que les problèmes qui s'interposent entre elles et ce qu'elles veulent. Ainsi se construit un réseau de problèmes et d'entités au sein duquel un acteur se rend indispensable. Dans le cas qui nous occupe, il s'agit d'une sainte alliance pour faire foisonner les coquilles Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc. Donc, ça ressemble... Tout ce qu'il vient de dire, en fait, ça ressemble un petit peu à ça. On a le point de passage obligé qui est la question comment... Non. Est-ce qu'elle se fixe ?
se fixe-t-il? Voilà, la fameuse question. Donc on a nos 3 chercheurs qui ont l'objectif de faire avancer la connaissance. Donc là, les entités et leur but. Pecten Maximus de perpétuer, marin-pêcheur, machin. Et il y a ce point de passage obligé par lequel ils sont tous obligés de passer, c'est est-ce qu'elle se fixe? Et même elles-mêmes sont obligées de le savoir. Avec évidemment les problèmes et les obstacles qui empêchent cette bonne connaissance jusqu'ici. Paf, paf, ouais, j'ai pris des notes. Oh là là. Attendez, je regarde pour savoir où on s'arrête. Je crois qu'on va peut-être s'arrêter maintenant. Hein. C'est un peu court aujourd'hui, mais vu que j'ai encore quelques trucs à faire et qu'on arrive à un deuxième point, on va peut-être s'arrêter ici. Comme ça, on reprendra sur le 2 quand on reprendra. Oui. Oui. Voilà. Voilà pour cette première partie de nos... Voilà, va bosser. Go, go, go. N'oublie pas l'importance du réseau, n'oublie pas l'importance de l'intéressement, de la problématisation, du point de passage obligé, et voilà. On continuera ça je ne sais pas quand, sachant que d'ici une semaine et quelques, 2 semaines peut-être, je vais commencer des streams assez réguliers de rédaction, puisque je vais commencer à rédiger mon travail. Donc réfléchir à la problématique, réfléchir à un plan structuré et faire la rédaction en elle-même. Donc voilà. Bah, let's go, hein. Le fun. Hein. Alors fin juin, c'est la fin officielle de mon contrat d'enquête. Donc oui, j'aurai plus de temps. Mais fin août, j'ai mon rendu. Non mais rédiger, ça va. Rédiger, ça va. Ouais, ça semble être du gros fun. Hein. Ça semble être du gros fun, coach. Non mais... Une bagatelle. Regarde, ce truc fait déjà 40 pages. Ah, notre jambon qui n'écoute pas. On est sur un stream de travail, j'ai coupé les alertes sur ce stream. Je te l'ai déjà dit 2 fois alors que tu as déjà fait 2 fois l'erreur. J'espère que tu recrameras 1500 points la prochaine fois. Voilà. Et voilà, mets tes points dans le retour du défi Tour de Magie. Ça, c'est bien, ça. Il vous reste 25 jours, vous avez quasiment rien collecté. Dommage. Donc voilà, on se retrouvera je sais pas quand pour la suite de ce texte, qu'on finira sur la prochaine session. J'ai un peu du mal parce que si vous n'êtes pas là dès le début, ceux qui étaient là la fois d'avant, notamment Coach Mike, Lexi, voilà. Et si j'avance, voilà. Mais ah oui, il n'y a pas d'horloge ici, mais là on est sur du travail. Hein. Alors que là, hop, directement on voit l'horloge en très gros en bas à droite.